Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous accueille ce soir pour le 10e live psycho, voilà, organisé par le Crous d'Aix-en-Provence. Donc je suis vraiment ravie de vous retrouver cette fois-ci encore. Et ce soir, on va parler de la question très importante pour un étudiant, c'est la question de l'avenir. Donc je vais attendre un petit peu que tout le monde soit présent pour cette soirée parce que j'ai vraiment besoin d'avoir la coopération des étudiants. Ça y est, je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Bonsoir. Donc j'espère que encore une fois, ceux qui viennent de se connecter vont bien. Donc n'hésitez pas à partager ce live dans les différents groupes du Crous et des CTU et tout ça. Parce que cette question vraiment de l'avenir peut être vraiment intéressante pour tous les étudiants. Voilà, ça y est, donc j'entends les, euh, les applaudissements routiniers quotidiens voilà, pour le coronavirus et les équipes qui s'occupent de ça. Donc on va attendre que les étudiants qui sont en train d'applaudir puissent venir nous rejoindre dans le live. Donc bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Ce soir on parle d'avenir. J'espère que c'est une question qui vous intéresse. Vous intéresse bien sûr dans le meilleur des cas, peut-être qu'elle vous angoisse même. Donc on va en parler ce soir. Vous allez voir qu'on va se baser sur pas mal de choses qu'on a vues dans les lives précédents pour essayer de vivre ça mieux et de pouvoir justement prévoir son avenir. Donc je vais laisser encore quelques petites minutes. Quoi, tu ne m'entends pas, Gabriel? Ah. Alors, est-ce que vous m'entendez les autres? Les autres, est-ce que quelqu'un peut me dire s'il m'entend? Il y a quelqu'un d'autre qui me dit qu'il ne m'entend pas ou qui m'entend, comme ça au moins je sais si Gabriel est le seul à pas m'entendre. Voilà, je vous attends pour me dire si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je vois des gens qui se connectent. Dites-moi si vous m'entendez. Alors, je vais essayer de voir moi-même avec ma connexion. Ok, alors, je ne sais pas si on m'entend, mais en tout cas, ça grésille peut-être un peu. Dites-moi. Dites-moi si vous m'entendez. Dites-moi si vous m'entendez bien. Si vous m'entendez pas, je changerai de... J'enlèverai le micro. Comme ça. Gabriel, est-ce que... Ouais, il y a un sifflement, je l'ai vu. Ouais, donc je l'ai enlevé, ça va mieux maintenant comme ça. Est-ce que vous m'entendez sans le micro? Dites-moi si vous m'entendez sans le micro, comme ça on peut continuer comme ça, si vous voulez. J'ai un peu des problèmes avec mon matériel, parce que vu que je fais des téléconsultations toute la journée avec les étudiants, enfin en tout cas une partie de la journée, du coup mon matériel est en train de me lâcher, donc je n'ai plus d'écouteurs, je n'ai plus rien. Mais en tout cas voilà, on lâche rien, on continue de soutenir les étudiants. Ok, super. Ouais, il y a toujours un bruit quand je mets les écouteurs. Ok, bon ben dans ce cas-là, j'en mettrai pas. Gabriel, tu m'entends pas? Bah alors c'est fou ça. Normalement tu devrais m'entendre, hein. Pour le coup, maintenant il y a plus de problème si les autres m'entendent. Gabriel, peut-être qu'il faut recharger la page pour pouvoir m'entendre. Gabriel, j'en sais rien. Ah oui, il fallait que toi tu mettes tes écouteurs. Eh, c'est bien de s'en rendre compte. Donc, comme je vous disais, ce soir, on va parler d'une notion très importante pour vous, pour moi, pour beaucoup de gens. En tout cas, en ce moment, c'est une question qu'on entend beaucoup avec ce qu'on vit actuellement. Mais dans tous les cas, on parle souvent de l'avenir. C'est une notion qui est très importante pour tout un chacun, mais pour vous les étudiants, elle est d'autant plus importante parce qu'on vous demande de vous la poser assez souvent, c'est-à-dire on vous demande de vous la poser avant de choisir une filière. On vous demande de vous la poser quasiment tous les ans pour pouvoir choisir vos options, pour pouvoir choisir vos filières, pour pouvoir choisir même vos lieux de stage, vos réorientations éventuelles. Et on vous demande souvent de dire bah, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, voilà, dans vos projets professionnels. Je sais que vous avez parfois dans vos filières des... Il n'y a pas de bruit maintenant. Ah, super. Super. Bon, donc on va parler de l'avenir. Est-ce que déjà, vous pouvez me dire s'il y en a certains d'entre vous
qui sont angoissés par rapport à l'avenir ou au final l'avenir c'est une notion qui vraiment vous semble sympathique, vous êtes à l'aise avec. Déjà mettez-moi ça dans les commentaires, comme ça on va pouvoir avancer avec cette notion-là, voir si vous êtes un peu angoissé par rapport à ça. Désolée, je ne sais pas quoi faire de mes cheveux ce soir. Donc dites-moi vraiment si c'est une notion qui vous angoisse ou au contraire avec laquelle vous êtes vraiment vraiment très à l'aise, sans problème, no problemo. Hop, je vais couper le wifi de l'ordinateur. C'est assez angoissant car faut pas se tromper. Eh oui, on va en parler de ça, de faut pas se tromper, pas le droit à l'erreur. C'est important de bien choisir, faut faire le bon choix. Moi je suis assez à l'aise avec. Super ACCM. Je ne sais pas qui tu es ACCM. Ok. Donc déjà, oui, effectivement, il y a la notion de faire le bon choix, de ne pas se tromper, parce que en fait, toute votre vie va en dépendre. Donc il y a vraiment un gros enjeu, en tout cas pour vous, et vous verrez à la fin de ce live qu'on va pouvoir tout relativiser et qu'en fait, tout va bien, d'accord? C'est angoissant. Ok, puis les parents mettent un stress aussi. Et oui, parce que ce choix-là, même si on vous demande à vous de le faire, c'est un choix que vous ne prenez pas seul. Et c'est un choix pour lequel vous allez être influencé par votre éducation, par vos parents, par vos amis, par toutes les personnes que vous allez croiser, qui vont vous poser la question, qui vont réagir à ce que vous allez leur dire sur les choix d'orientation que vous avez fait. Bref, c'est un choix qui est le vôtre, dont vous allez vous porter la responsabilité, mais que finalement vous prenez avec l'influence plus ou moins pesante pour les uns ou pour les autres, selon votre fonctionnement, des autres. En fait, vous prenez beaucoup d'influence des autres. Mais déjà, on va partir, vraiment, ce que je vous propose, c'est de partir sur déjà une définition de l'avenir, même si ça semble évident, puisque l'avenir, ce sont les choses qui vont venir. Mais on va pas s'arrêter là, bien évidemment, parce que comme vous avez l'habitude de suivre mes lives, vous savez que nous allons probablement parler ce soir des croyances. Parce que finalement, l'avenir, ce n'est qu'un ensemble de croyances. L'avenir, c'est vraiment, même si on pourrait se dire l'avenir existe, ben en fait, l'avenir n'existe pas. Dans le sens où il n'existe pas de manière factuelle. Si j'envisage l'avenir, mais que demain, l'univers disparaît, ben, il n'y aura peut-être pas d'avenir. En tout cas, pas d'avenir pour cet univers-là, ou pour la planète, ou peu importe. Donc, la notion d'avenir, c'est très conceptuel. C'est une des grandes capacités de l'être humain, et on n'a pas de preuve que finalement les animaux ne le font pas. Mais en tout cas, c'est une des capacités de l'être humain à partir d'un certain âge, de pouvoir imaginer, conceptualiser ce qui pourrait arriver, donc les scénarios possibles dans l'avenir. Donc les scénarios possibles, hypothétiques, à partir, bien évidemment, de ce qu'ils pensent aujourd'hui. Donc on en reparlera, mais en tout cas, il y a vraiment cette histoire de l'avenir, c'est un concept. Ça n'existe pas. Voilà. Déjà, quand je dis ça, je pense qu'il y en a certains qui doivent se dire la psy, elle délire un peu, l'avenir, ça existe. Non, en fait, concrètement, en thérapie, on le dit assez souvent, mais en fait, le seul temps qui existe vraiment, c'est le présent. Le passé n'existe plus et le futur n'existe pas, ou pas encore. D'accord? Donc, le seul temps qui existe, c'est le temps du présent. Et ça a une grande, grande, grande importance dans notre rapport à l'avenir. Comment vous définissez concept? Concept, ça veut dire c'est un ensemble d'idées qui fonctionnent ensemble. Et voilà, c'est des idées en fait. C'est conceptuel, ça veut dire c'est juste au niveau de l'idée. Ça n'existe pas de manière factuelle. L'avenir, tu le touches pas. Tu vois, foyer Méran. J'aime beaucoup les noms des profils. Du coup, c'est vraiment, c'est pas factuel. Si je touche ma bouteille, même si ceux qui ont suivi le truc sur les croyances savent que peut-être que la bouteille n'existe pas, et que c'est le fruit de mon imagination. Mais en tout cas, je peux me baser sur quelque chose de perceptible pour parler de cette bouteille. Par contre, l'avenir, c'est conceptuel, c'est-à-dire que ça n'existe pas. L'avenir, l'amour, qu'est-ce qu'un concept l'ambition, vous voyez, toutes ces notions-là qui finalement... Alors nous, en hypnose, on aurait tendance à dire on ne peut pas les mettre dans une brouette. C'est-à-dire que ce n'est pas un objet, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le sentir de manière olfactive, l'odeur de l'avenir. On peut l'imaginer, mais voilà, en fait c'est ça.
Là, tu dis abstrait, voilà, c'est conceptuel, c'est abstrait. Tu peux le dire comme ça aussi, ça marche. Pour ceux qui ne comprenaient pas conceptuel, vous pouvez effectivement utiliser le mot d'abstrait. En tout cas, c'est quelque chose que notre cerveau construit, c'est une construction mentale, mais du coup, vu que c'est une construction mentale, ça n'existe pas. Ok. Donc, je disais, le seul temps qui existe, c'est le présent. Le passé n'existe plus, l'avenir n'existe pas ou pas encore. Ce qui implique que tout ce que nous imaginons du passé ou de l'avenir, encore plus que ce que nous imaginons du présent, est subjectif, c'est-à-dire que ça passe par le crible de ce qu'on imagine, de nos croyances, de nos perceptions, et en fait, on n'est qu'en imaginaire. Et sur l'avenir, encore plus que tous les autres temps, c'est-à-dire que l'avenir, encore une fois, on peut l'imaginer de toutes les manières qu'on veut, on peut être vraiment très précis dans ses projections, dans ses prévisions. En fait, on n'est absolument pas sûr que ça se produise exactement comme on l'avait prévu. Regardez la météo par exemple, et bien la météo, ils ont vraiment des ingénieurs qui font des années et des années d'études, ils ont du matériel de folie, ils font des relevés de manière vraiment très technique et pragmatique et tout ça, et pour autant, et ben des fois ils se trompent. Je dis des fois, mais en fait, ils sont incapables de prévoir de manière vraiment extrêmement précise et fiable à 100% le temps qu'il fera, même demain. Vous voyez, alors que demain, c'est un avenir, on pourrait se dire, un avenir assez proche, en fait. Donc, pour revenir à cette notion d'avenir, présent et passé, en fait, le seul temps qui existe, donc c'est le temps du présent, et en fait, c'est le seul temps que nous pouvons vivre. C'est-à-dire que je ne peux vivre que le présent. Et même quand je suis angoissée pour l'avenir, c'est le moi du présent qui est angoissé pour l'avenir. Même quand je me projette dans l'avenir, c'est le moi d'aujourd'hui qui se projette dans l'avenir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est pas mon moi de plus tard qui vit un truc. Je sais pas, quand j'imagine que cet été je vais être bien sur la plage, c'est la personne que je suis qui est bien à l'idée d'imaginer ça et d'être bien à la plage. Alors, et pour les médiums, les voyantes. Alors pour le coup, ce soir, on va pas du tout parler des voyants, des médiums et tout ça, parce que voilà, parce que je suis psychologue, c'est pas du tout mon cadre de référence. Je suis pas du tout sur le truc de ça existe pas. Moi, je vais vous en parler vraiment avec ma casquette à moi de psychologue et de thérapeute et d'accompagnante. Peut-être qu'il y aurait des choses qui seraient dites différemment par des médiums et des voyantes et tout ça, mais c'est pas du tout mon corps de métier, donc je préfère vraiment pas m'y frotter. Pareil pour tout ce qui est physique quantique, puisqu'on parle du temps, donc on pourrait parler de la physique quantique. Concrètement, c'est pas du tout mon domaine d'expertise, donc je préfère parler vraiment de là où je connais et ce que je manipule au quotidien, plutôt que de faire semblant que je connais des choses par rapport à ça. Voilà, je suis vraiment pas calée par ça. On l'évoquera quand même quand on parlera de la ligne du temps, mais c'est quelque chose sur lesquels je ne veux pas avancer parce que pour le coup, je ne veux pas prendre des risques, si c'est OK pour vous. OK. Donc, comme je vous disais, c'est une capacité de l'être humain de pouvoir imaginer, conceptualiser, utiliser les informations qu'il a pour pouvoir faire des scénarios hypothétiques et les placer dans un référentiel temporel qui est un référentiel commun. Même quand on parle du temps, le temps est un concept. C'est abstrait pour Foyer-Méran. C'est abstrait. C'est-à-dire que même quand on dit bah oui, le temps c'est concret, oui, quand on donne rendez-vous à quelqu'un à telle heure, c'est concret. En fait, ce qui est concret, c'est le fait que de manière arbitraire, on a fixé des références de temps, mais je vous avais déjà parlé dans un précédent live qu'il y a déjà une différence, il y a plusieurs temps. C'est-à-dire qu'il y a le temps fixé arbitrairement et de manière consensuelle que la planète des humains a accepté comme étant un référentiel temporel commun. Les fuseaux horaires, le découpage en 24 heures, le découpage de l'année en mois, en jours, en semaines. Ça, c'est un découpage qui a été fait de manière arbitraire. On aurait très bien pu se caler sur un référentiel lunaire ou sur un référentiel autre. Voilà, c'est vraiment, il faut avoir vraiment cette notion d'arbitrarité au niveau du temps. Et je vous avais parlé du fait qu'il y avait un deuxième temps qui existait, qui était le kairos.
Chronos, Kairos, enfin bref. Regardez les autres lives, j'en avais déjà parlé, qui est le temps subjectif, c'est-à-dire votre temps à vous, votre perception du temps qui passe, des processus qui avancent. Donc voilà, le temps, c'est vraiment une notion très très relative, d'où la théorie de la relativité d'Einstein. Je vous les sors tous maintenant. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une notion qui est très conceptuelle, c'est-à-dire abstraite et qu'on a construite et sur laquelle, pour autant, malgré le fait que ce soit super abstrait, super construit et que ça se base beaucoup sur de la subjectivité et de l'imaginaire, eh bien, on mise beaucoup de choses dessus aujourd'hui en tant qu'être humain. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a besoin, déjà, la notion d'aujourd'hui est un référentiel de temps, mais bon, peu importe. Aujourd'hui, on vous demande à vous, étudiants, de vous projeter dans le temps et d'imaginer, en philosophie, Kairos, c'est le temps de l'action, le bon moment pour faire les choses. Oui, ça dépend pour le coup des référentiels. Pour moi, dans ma partie, Kairos, on est vraiment sur le côté, le temps subjectif, en fait. C'est le temps qu'on ressent. C'est le temps, ton temps à toi, en fait. C'est par exemple le fait que parfois il y a des secondes qui te semblent durer des heures parce que tu es surprise et que tu es sidérée et que je sais pas, t'as l'impression qu'un feu d'artifice il a duré des heures alors qu'en fait il a duré 10 minutes par exemple. Ben, en fait on est dans le kairos, c'est-à-dire le temps subjectif. Je sais pas si ça te parle, mais il y a peut-être des interprétations un peu différentes. Mais dans tous les cas, alors c'est le temps de l'action, le bon moment pour faire les choses. Peut-être que c'est en lien justement avec ton ressenti subjectif, le bon moment. Bref, on avance un petit peu. Donc, ce que je vous disais, c'est que l'être humain a cette capacité à pouvoir créer des scénarios et du coup à mettre en place un certain nombre de stratégies parce qu'il imagine les scénarios possibles. Il va mettre en place les stratégies pour pouvoir pallier ou se préparer ou éviter ou avancer vers ce scénario qu'il a imaginé. C'est pour ça qu'en fait, par exemple, les personnes très anxieuses, ils vont imaginer tous les scénarios possibles des scénarios catastrophes. Oui, mais si du coup je suis en retard, ou alors et si j'oublie mes clés, et si je suis pas prise pour l'entretien d'embauche, alors je vais faire ça. Et en fait, c'est un hyper calcul chez les personnes anxieuses de tous les scénarios possibles. Ça leur donne l'impression d'avoir le contrôle en fait sur ce qui va arriver. Donc la stratégie, c'est de se rassurer, mais on verra que finalement c'est une stratégie qui n'est pas forcément payante parce que au final l'avenir ne vous appartient pas. L'avenir, vous ne pouvez pas avoir la main dessus. Bonsoir Manon. Donc d'après vous, cette stratégie d'anticipation, cette stratégie à pouvoir projeter, prévoir l'avenir, elle peut être intéressante dans quel cas? Prenez vraiment les petits cas très pragmatiques. Salut, c'était ça. Les petits cas très pragmatiques, très pratiques de la vie quotidienne. À quoi ça peut vous servir finalement d'avoir cette capacité à vous projeter dans le temps, ou alors à voir, ou alors à prévoir l'avenir? Ça peut vous servir à quoi? En dehors de l'orientation scolaire et professionnelle, dont bien sûr on va parler, mais à part ça, ça peut servir à quoi? Alors je vais attendre un peu que vous me répondiez. Si vous avez des idées, à quoi ça peut bien servir? Pourquoi l'être humain il sait faire ça? Et pourquoi il peut le faire? Qu'est-ce que ça lui a permis de mettre en place? Alors, pour anticiper, ne rien oublier, se rassurer, ouais. Effectivement. Alors, je vais vous en donner quelques-uns auxquels j'ai pensé en préparant la soirée. Déjà, par exemple, si on était dans l'incapacité de prévoir ou de se projeter dans le temps, par exemple, tout ce qui est jardinage n'aurait aucun sens. C'est-à-dire que pour planter une graine, il faut avoir l'idée qu'à un moment donné, ça va entraîner un process pour se préparer au pire. Ouais, ça on voit les anxieux. Donc, quand on plante une graine, il faut avoir la capacité mentale de pouvoir prévoir que quand on va la planter, ça va prendre un certain temps, mais elle va pousser, germer, donner un arbre qui donnera des fruits. Et voilà. Donc, toutes les notions de jardinage, par exemple, sont des notions qui nécessitent la capacité à se projeter dans le temps.
quand on n'avait pas cette capacité à se projeter dans le temps, ou si on n'avait pas cette capacité à se projeter dans le temps, on serait incapable de cultiver, par exemple. Ce qui serait très intéressant, ce qui serait rendu impossible aussi, et c'est là où on se voit à quel point la projection dans le temps est importante aussi, c'est ce qui serait impossible, c'est par exemple les notions de gestion des stocks. On le voit très bien en ce moment encore plus que d'habitude. La gestion des stocks, c'est la capacité à pouvoir prévoir, anticiper ses besoins, anticiper la capacité à pouvoir se fournir dans des produits ou des choses comme ça, anticiper, si c'est un magasin, ben, anticiper les ventes, anticiper ceci, cela. Ça demande vraiment d'anticiper. Si on n'avait pas cette capacité à anticiper l'avenir, et ben en fait, on ne serait pas dans de la gestion des stocks, on serait juste dans, ben, quand on a faim, on sort dehors, et puis, enfin on sort, ou on sort pas parce que de toute façon on n'aurait pas de maison non plus, mais en tout cas on cherchera à manger, on irait cueillir un fruit sur un arbre, on irait manger une racine, voilà, on irait tuer un animal, enfin bref, je sais pas ce qu'on ferait, mais en tout cas si on n'avait pas la capacité à être dans l'anticipation des actions et du futur, et ben en fait on ne serait pas sur une histoire de gestion des stocks. C'est pour ça que je vous dis que, à mon avis, il y a certains animaux qui ont quand même cette capacité-là, parce qu'il y a des animaux qui font de la gestion de stock, les écureuils, enfin bref. Donc, voilà. Alors, faire un enfant. On va en parler de faire un enfant. D'après vous, est-ce que c'est faire un enfant, c'est une histoire d'anticipation ou pas d'anticipation? A priori, foyer mérant serait plutôt sur le côté... Ouais, de toute façon, tous les projets. Émilie, il y a la notion de projet. Déjà, projet, c'est que tu te projettes. Donc déjà, il faut avoir un rapport à l'avenir pour se projeter. Donc, faire un enfant, oui. Faire un enfant, ça peut être une histoire d'anticipation de l'avenir, mais il faut aussi se dire que parfois, avoir des rapports sexuels, ce n'est pas forcément faire un enfant. C'est-à-dire que tu peux faire un enfant sans l'avoir anticipé. Tu peux tomber enceinte sans avoir anticipé le fait d'être enceinte. Donc tu peux très bien te retrouver avec un enfant sans l'avoir prévu. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas une projection dans le temps. Par contre, si tu tombes enceinte, tu le sais, et que tu prévois de l'élever, là, ça t'entraîne à aller gérer, à aller t'organiser. Mais si on était des êtres qui n'étaient pas capables de prévoir l'avenir, en fait, on vivrait juste la grossesse dans l'instant présent, on accoucherait dans l'instant présent, et à la fin, on l'éduquerait toujours dans l'instant présent. On ne serait pas forcément... Mais nous, tel qu'on le vit, nous, dans notre société, même avoir un enfant, c'est quelque chose qu'on projette même avant de tomber enceinte. Et dès qu'on est enceinte, hop, on prévoit déjà la crèche, l'école maternelle, la fac, l'inscription à Harvard quand il sera grand. Enfin bref, ça part très très loin. Pour moi, c'est anticipation. Ben, en fait, encore une fois, foyer Arc de Méron. C'est très bizarre de t'appeler comme ça quand même. Ben, en fait, c'est pas forcément de l'anticipation. Toi, tu dis que c'est de l'anticipation aussi, c'était ça. Ben, tu vois, dans un cas, ça peut l'être. Dans un cas, ça peut ne pas l'être. Donc en fait, tomber enceinte, c'est pas forcément de l'anticipation. Il y a même des personnes qui anticipent de tomber enceinte, mais elles tombent pas forcément enceinte au moment où elles ont anticipé qu'elles allaient tomber enceinte. Le côté de tomber enceinte, c'est quelque chose qui est... Faire un enfant, on peut l'anticiper ou on peut le prévoir, en tout cas. Mais tomber enceinte, c'est quelque chose qui est quand même, je vais pas dire aléatoire, mais il y a des éléments justement qui ne dépendent pas que des personnes. Peut y avoir du hasard, peut y avoir des prédispositions, de compatibilité entre les partenaires, enfin bref. Faire un enfant, c'est pas forcément une histoire de prévision. Alors, en même temps, on ne choisit pas d'accoucher au bout de 9 mois, c'est pas vraiment nous qui décidons dès qu'on est enceinte. Oui, il y a des choses qu'on ne décide pas. Mais par contre, on peut le prévoir. On peut prévoir la chambre du bébé, on peut prévoir plein de choses, en fait. On ne prévoit pas forcément... Si, il y a des personnes qui prévoient des choses en lien avec l'accouchement. La maternité, la méthode d'accouchement, on leur demande leur projet d'accouchement. Donc voilà. Donc par rapport à l'accouchement, je m'arrêterai là. Mais on est sur ça. Mais par contre, ce qui est vraiment une marque de la capacité à se projeter dans l'avenir, c'est par exemple la notion de mariage. Je ne sais pas si vous aviez anticipé ça. Il y a vraiment cette notion de mariage qui est une histoire inscrite dans le temps. Parce que, par exemple, les animaux, ils font pas de contrat de mariage. Ils font pas de... Tout ce qui est de l'ordre des contrats, on est sur du rapport au futur. On est vraiment sur du rapport à la notion de temps. On n'est pas dans une histoire d'instant présent. Et d'ailleurs, en général, quand
quand les personnes se marient et qu'on leur demande vous voulez faire quoi comme contrat de mariage, et ben il y en a plein qui se disent mais en fait j'ai pas envie de penser à plus tard, je suis bien là, je me dis que ça va bien se passer, mais j'ai pas envie forcément de penser aux modalités si on se sépare, machin. Des fois il y a une volonté aussi d'être dans l'instant présent. Mais en tout cas, la notion de contrat de mariage ou la notion même de mariage, c'est une inscription dans l'avenir, dans le temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Tout ce qui est contrat professionnel, où on anticipe dès le début du contrat, dès la signature, comment on va se séparer. Donc ça, c'est vraiment une inscription dans le temps qui régit les modalités de qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là. Toutes les notions d'assurance, on est clairement dans l'anticipation de l'avenir. Un jour, il y a un assureur qui m'a dit « Est-ce que vous avez pensé à ce que vous allez faire si un de vos enfants se coupe la main en fermant la porte de la voiture ?» Enfin, un truc horrible, quoi. Donc là, on était vraiment dans l'anticipation négative, pour le coup, mais bon, c'est leur fonds de commerce, ils ont besoin de ça. Donc, la notion d'assurance est clairement reliée à la capacité à se projeter dans l'avenir. Donc, on est vraiment dans la gestion des risques. Donc, j'avais parlé de la gestion des stocks, les angoisses. Dès que vous faites une promesse, si vous êtes capable de faire une promesse par rapport à l'avenir, c'est que en fait, vous êtes capable de vous projeter dans le temps. Plus ou moins. Ouais. Après, est-ce que vous la tenez? Ça, c'est autre chose. Mais oui, c'est Tiffany, je suis bête. Ok. Alors, je regarde si vous avez des choses à dire. C'est bien parce que vous participez bien ce soir. Ça fait plaisir. Donc, tous les projets, voilà. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est aussi la notion d'éducation, puisqu'on va parler de vos orientations scolaires ou quoi aussi. Mais la notion même d'éducation, donc la manière dont vos parents vous éduquent, dont vous, un jour, vous éduquerez vos enfants si vous avez des enfants, et ben en fait, c'est un pari sur l'avenir. C'est-à-dire que l'éducation, c'est un principe vraiment de projection dans le temps, c'est-à-dire qu'on essaye d'éduquer l'enfant en lui donnant les capacités, les règles de vie, les comportements, on essaie de le former à avoir un certain type de comportement par rapport à ce qu'on imagine qu'il aura besoin plus tard. Et on verra que finalement, c'est pas toujours adapté en fait. Parce qu'on le donne avec ce qu'on est aujourd'hui. Vous voyez? On en reparlera. Jusque-là, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez d'autres projets? Je sais pas, les vacances par exemple, la notion de vacances, c'est une inscription dans le temps. Parce qu'on pourrait très bien se dire, je pars me balader, ne jamais revenir, que ça ressemble à des vacances, mais la notion de vacances anticipe déjà que ça va durer qu'un temps et qu'on va revenir. C'est pas juste partir et faire des choses. Non, c'est vraiment, c'est pas du au jour le jour. Ce sont des vacances. Donc dès que vous avez une notion de durée dans le temps, ça veut dire que vous faites appel quelque part à la partie de votre cerveau qui gère le rapport au temps et qui est capable de conceptualiser le futur. Ouais, pour l'instant c'est bon pour vous? Donc vous voyez que finalement ce soir on va parler à se mettre en couple. Alors se mettre en couple. Sortir avec quelqu'un, ça peut être de l'instant présent, éventuellement. Passe une bonne soirée, nanana, ok. Ça c'est de l'instant présent. Effectivement, se mettre en couple, ça peut être une inscription dans le temps, donc une inscription qui fait appel à vos capacités à vous projeter dans le temps. Dans un temps plus ou moins long, plus ou moins défini, mais en tout cas, on est dans la notion de temps. De toute façon, dès qu'il y a quelque chose d'un peu installé, on est dans la notion de temps. Installé vraiment. Hein. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que si on n'avait pas la capacité à s'inscrire dans le temps, probablement qu'on ne construirait pas des bâtiments et des maisons et des choses. On serait peut-être dans quelque chose de beaucoup plus éphémère, beaucoup plus aléatoire en fait. C'est parce qu'on envisage d'être longtemps dans un même endroit qu'on construit en dur, en solide, voilà. La notion d'intuition peut-elle s'inscrire justement dans celle du temps? Alors, l'intuition par rapport au temps. Est-ce que tu peux expliciter un peu ta question, Sabine? Je suis pas sûre de bien comprendre. Donc, voilà, j'attends que tu me donnes un peu plus d'explications pour pouvoir te répondre. En attendant, donc, on a vu que finalement, ces stratégies-là, elles sont utiles par rapport à ce qu'on a besoin de faire ou voilà, la manière dont on envisage de vivre notre vie. En tout cas, voilà, l'être humain est doté de ça, il est capable de ça, et en fait, ça vient très très tôt dans le développement. Assez rapidement, l'enfant apprend
ce que c'est que demain, parce qu'on lui dit, ben non, tu vas pas avoir ça aujourd'hui, tu vas avoir demain. Alors au début, il comprend pas parce qu'il veut maintenant, il est vraiment dans l'ici et le maintenant. Le passé, finalement, il en a peu en plus, l'enfant, le tout petit. Vraiment, le bébé et tout, il a peu de passé, donc du coup, le passé n'est pas très important pour lui. Ce qui est important pour lui, c'est ce qu'il ressent tout de suite, là, maintenant. Et petit à petit, il construit en fait son rapport au temps en étant éduqué en fait à gérer ce temps très très tôt, même en maternelle. Il y a déjà la notion de mois, de semaines, des jours de la semaine, des noms des mois. Voilà, on leur donne un emploi du temps. Donc le rapport au temps se construit très très rapidement dans le développement et dans l'éducation de l'enfant. Mais finalement, c'est quelque chose qui reste conceptuel ou un peu abstrait pendant quand même vachement longtemps, en fait. Donc, il y a même des fois des adultes qui sont encore dans un rapport au temps qui est assez flou, en fait. Donc, l'intuition fait souvent appel à la projection dans un futur plus ou moins proche. L'intuition. Bah, en fait, tu peux avoir l'intuition d'un truc là, en fait. J'ai l'intuition que ça, c'est bien. Ça peut... J'ai l'intuition que c'était, je sais pas, j'imagine dans quel cas on pourrait. L'intuition, c'est vraiment, alors pour moi en tout cas, dans mon cadre de référence à moi, encore une fois, on ne sera pas sur l'intuition décrite par un médium ou un voyant ou quoi, c'est le même mot mais on l'utilise de manière différente. Dans mon cadre de référence à moi, l'intuition se nourrit justement de ce dont je parlais une fois, c'est-à-dire de la capacité du cerveau à traiter énormément d'informations et à générer une sensation ou si je dis une intuition, ça va te mettre en erreur, mais génère une solution ou un résultat à une question qu'on se pose ou à un problème qui est donné par l'environnement ou par soi. Et ça crée une sensation dans le corps. Et cette sensation-là dans le corps, vu qu'on n'y a pas directement accès ou qu'on n'a pas accès à tout ce qui s'est passé, tout le calcul qui s'est passé dans notre tête avant, et ben ça nourrit l'intuition. Par exemple, tu vas avoir l'intuition, selon ce que ça va créer dans le corps, tu vas avoir l'intuition de bien, pas bien, en général. On est souvent sur ce truc-là, en fait, en termes d'intuition. Bien, pas bien, bon, pas bon, celui-là, celui-là. Enfin, on est sur des choses beaucoup plus simplifiées que des grandes réflexions théoriques. On est vraiment sur de la sensorialité avec l'intuition. Donc, ta capacité à te projeter dans un futur plus ou moins proche, ça dépend de la question qui est posée et ce sur quoi tu as de l'intuition en fait. Je ne sais pas si c'est très clair, mais la notion d'intuition, il faut vraiment partir du principe que c'est la capacité du cerveau et du corps, en tout cas dans mon cadre de référence, encore une fois, la capacité du cerveau et du corps à traiter l'information hyper rapidement et à envoyer un signal qu'on va suivre ou pas selon si on est plus à l'écoute de ces sensations. Voilà, c'est pour ça que les médiums développent beaucoup justement la capacité à pouvoir écouter et suivre ces sensations-là qu'ils ressentent. Mais c'est la seule fois où je parlerai des médiums. Faut pas m'emmener sur le sujet parce que je risque de dire des choses qui ne sont pas, encore une fois, dans mon cadre de référence. Donc, voilà, l'intuition, c'est vraiment pour moi autre chose, en fait. Mais ça peut être en lien avec la projection dans le futur, en fait. Je pense que tu parles peut-être des sensations de déjà-vu, des choses comme ça. Je sais pas. Je sais pas si je réponds vraiment à ta question, en fait, Sabine. Parce que pour moi, c'est vraiment deux notions qui sont quand même un peu dissociées, en fait. C'est pas les mêmes notions. Bon, je continue. Donc, comme je vous disais, le seul temps qui existe, c'est le présent. C'est-à-dire qu'on pense le passé et ce qui s'est passé et on se raconte le passé et ce qui s'est passé à partir de maintenant. La preuve, on ne raconte pas la guerre de 14-18 de la même manière aujourd'hui que ce qu'on l'a raconté à nos grands-parents ou aux personnes qui la vivaient, par exemple. Le discours par rapport à ce truc-là a changé, donc l'histoire par rapport à ce truc-là a changé. Donc on n'en perçoit pas les mêmes choses. Et puis, on ne vit le futur que à partir du présent, c'est-à-dire que c'est la personne présente qui va raconter une histoire sur ce qu'elle imagine qui pourrait hypothétiquement se passer. Que ça soit prouvé ou pas, que ça soit étayé par des arguments ou pas. Encore une fois, les prévisions météo, ça reste de l'hypothétique quand même. Plus ou moins fiable statistiquement, mais ça reste de l'hypothétique quand même.
Ok, on continue. Donc, comme je vous disais, on ne construit l'avenir qu'avec les infos du présent, ce qui explique que aujourd'hui, quand vous éduquez vos enfants, aujourd'hui, quand vous faites un choix, ben, concrètement, vous faites un choix aujourd'hui en fonction des informations que vous avez aujourd'hui. Et en fait, vous n'avez aucune certitude de ce que votre choix d'aujourd'hui pourra donner dans le futur. C'est comme la météo. Là, normalement, c'est là où ça devrait commencer à titiller un petit peu parce que forcément, sur les choix d'orientation, il y a la notion de faire le bon choix. Donc, je finirai avec ça tout à l'heure. Mais pour poursuivre sur ce thème-là, on est vraiment avec cette notion de projection et de prévoir son avenir, on est vraiment dans la notion d'avoir la sensation de contrôler, de maîtriser son environnement, le temps, ce qui se passe, ce qui va se passer. On est vraiment dans la capacité de l'être humain à être vraiment dans le contrôle et la maîtrise de son environnement. Mais, encore une fois, il ne peut absolument pas maîtriser tout de son environnement. Par exemple, je peux très bien prévoir je sais pas, mes vacances comme certains l'avaient fait là pour les vacances d'avril. Ils avaient tout prévu, tout était hyper carré, les réservations, les hôtels, les avions, ils avaient déjà leur maillot de bain pour les Seychelles, machin, machin, tout était nickel, tout était prêt. Ce qu'ils ne pouvaient pas prévoir, c'est le coronavirus, ou ce qu'ils auraient pu ne pas prévoir, c'est par exemple une météorite qui tombe sur la planète et qui fait que le projet de vacances il est annulé parce qu'en fait la planète n'aurait plus été là. Donc il y a toujours, quoi qu'on dise, quoi qu'on veuille, il y a toujours des éléments qui sont indépendants de notre volonté, de notre bon vouloir, de nos capacités et qu'on ne peut pas prévoir. Mais la capacité de prévoir nous donne l'impression en fait qu'on peut tout prévoir et que tout est de l'ordre de notre responsabilité, ce qui fait qu'on essaie de faire le bon choix, alors qu'en fait, le bon choix n'existe pas, parce que Tiffany, par exemple, si tu fais le bon choix d'orientation, par exemple, tu décides je sais pas, tu veux faire une fac je sais pas, d'ingénieur en nucléaire, par exemple, tu fais ce choix-là, sur le papier, c'est le meilleur choix possible parce que ça correspond à tes capacités, au bon vouloir de tes parents, à une valorisation sociale par rapport au milieu dans lequel tu vis. Tu regardes les fiches métiers, ça fait du bon débouché, il y a du boulot, ça gagne beaucoup d'argent. Limite, tu as déjà le patron en tête de qui pourrait t'embaucher et tout, nickel. Sauf que si demain, une loi passe, une loi internationale qui interdit le nucléaire, tu auras peut-être fait tes études pour rien. Donc, faut avoir quand même ça en tête. Alors vous allez me dire, Marie-Émilie, chère psychologue, tu nous embêtes un peu parce que nous, on fait quand même des choix aujourd'hui, on nous demande de faire des choix et du coup, on est un peu embêté, tu es en train de nous dire qu'en fait, on fait des choix pour rien. Donc on va avancer un petit peu. C'est pour ça que j'ai redoublé 2 fois et que je me suis réorientée d'ailleurs. Parce que tu étais dans le nucléaire, Tiffany? Je savais pas que tu étais dans le nucléaire. Ok. Mais dans tous les cas, encore une fois, la notion de bon choix, on va le traiter maintenant. Comme ça sera fait. Pour ceux qui n'auront pas le temps de faire toute la soirée. Mais en tout cas, voilà. Faire un choix. Déjà, alors il y a plusieurs choses à savoir sur la notion de choix. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne choisit qu'aujourd'hui avec les informations que l'on a aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire j'étais dans une mauvaise filière en croyant faire le bon choix. Alors mauvaise filière, bon choix, encore une fois, tout est relatif. C'est peut-être exactement ce qu'il te fallait, mais en fait, tu ne le sauras jamais. L'essentiel, c'est de faire des choix. Bon, je vais y venir. Ne me fais pas aller trop vite, Tiffany. Donc, comme je vous disais, on fait les choix toujours aujourd'hui avec les informations qu'on a et on ne maîtrise pas tout. On ne peut pas avoir toutes les informations, notamment les informations de ce qui va se passer qui ne dépend pas de notre volonté. Donc, au moment où on fait notre choix, encore une fois, c'est notre cerveau qui traite l'information, qui brasse toutes les informations que vous avez. Alors, vous avez énormément d'informations quand même dans votre cerveau, hein. Même si vous êtes jeune, il y a déjà énormément d'informations. Il y a les informations que vous avez apprises en étant au contact d'autres personnes, les informations de votre expérience, les informations qu'on vous a données par rapport au choix que vous aviez à faire, les informations que vous êtes allé chercher, les informations un peu intuitives, les informations des domaines qui ressemblent un petit peu, mais pour lesquels vous pouvez faire des parallèles, des informations sur vous, des informations... Bref,
Au moment où vous faites un choix, votre cerveau brasse comme ça toutes les informations que vous avez en mémoire et finalement traite très vite toutes ces informations, beaucoup plus vite qu'un ordinateur d'ailleurs, et à la fin simplifie les résultats en donnant un choix, donc en donnant la solution ou en donnant le choix entre 1, 2, 3 ou quelques possibilités. Mais en général, on est plutôt sur 1, 2 ou 3. Alors, quand il n'y en a qu'un, c'est pas un choix. C'est une solution. En fait, c'est ce qu'on choisit, c'est le résultat. Quand il y en a deux, on ne parle pas vraiment de choix, on parle de dilemme. C'est-à-dire que le cerveau a bien traité l'information, il a simplifié les possibilités à deux, mais concrètement, il faut choisir soit l'un, soit l'autre. On est vraiment, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce truc-là, de dire oui, mais du coup, si je prends lui, alors du coup, j'aurai pas celui-là, et si je prends celui-là, alors du coup. Donc, on est souvent dans une notion de dilemme quand on est dans un choix simplifié entre deux choses. Dès qu'on part sur 3 possibilités, là, on repasse sur la notion de choix. C'est-à-dire que c'est pas juste entre 2, mais c'est à partir de 3. Bon, bref, peu importe, mais en tout cas, en termes de ressenti, ça change quelque chose. Et en tant que psychologue, quand on est face à quelqu'un qui a un problème et qui n'envisage que 2 possibilités ou qu'une possibilité, qui dit non, mais j'ai pas le choix, j'ai que ça, bah en fait, à chaque fois, on réouvre parce qu'en fait, son cerveau a tellement traité l'information, a tellement synthétisé et a tellement simplifié les résultats qu'en fait, la personne ne se rend même pas compte qu'en fait, elle aurait eu plein d'autres possibilités. Quel que soit le problème, il y a toujours plus de 2 possibilités, même plus de 3. Dire par exemple, si quelqu'un vient me voir en me disant oui, ça va pas avec mon gars, j'ai dit bah, ok, faut que je fasse un choix, machin. Quel choix vous avez? Ok, bah soit je reste, soit je pars. Bah peut-être qu'il y a d'autres aménagements possibles en fait. Peut-être qu'il peut y avoir un break, peut-être qu'il peut y avoir un autre aménagement du couple, qui soit un aménagement qui soit plus, enfin qui corresponde plus à la personne et aux deux personnes. Elle a le choix aussi de le tromper, elle a le choix de le tuer. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, quand on envisage tous les choix, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on lui dit de faire ça, hein, attention. Mais en tout cas, juste de pouvoir réouvrir la palette des possibles pour que la personne voit l'étendue, une étendue un peu plus large des choix qu'elle a. Mais elle a énormément de choix. Pour chaque question, vous avez énormément de choix. Et même vous, pour vos orientations scolaires, le choix, vous pourriez même choisir finalement de ne pas aller à la fac, de faire une école privée, de monter direct votre boîte, enfin bref. Faut vous dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème, votre cerveau synthétise et réduit le nombre de possibilités. Il fait ça de manière bienveillante et automatique, c'est-à-dire pour vous simplifier la tâche, mais des fois, du coup, ça met de côté des solutions qui auraient été tout aussi bonnes ou qui auraient été plus adaptées pour vous. Donc quand vous êtes coincé dans un choix, demandez-vous, ok, c'est quoi les autres choix en fait? C'est quoi les autres possibilités? Donc encore une fois, quels que soient les choix, ce sont des paris sur l'avenir, puisqu'on fait toujours des choix par rapport au présent et à l'avenir. Donc, comme je vous disais, le choix, c'est votre cerveau qui le fait, et il le fait très vite. Très souvent, quand les personnes viennent, on me dit oui, alors j'ai pesé le pour et le contre, je me suis fait une petite colonne avec les plus, les moins, machin. Ok. Il faut savoir que, encore une fois, le cerveau traite très vite l'information, et même quand on arrive du coup à 2-3 choix à faire en plus ou en moins, en positif et négatif, finalement, il y a une part de vous plus inconsciente qui a déjà traité l'information et qui a déjà fait des pré-choix. Donc en fait, vous êtes du coup pas vraiment dans un libre choix et vous n'êtes pas dans un choix rationnel. Vous êtes dans un choix qui a été traité par votre cerveau, pas de manière rationnelle, mais à la fois de manière rationnelle, à la fois de manière irrationnelle, c'est-à-dire de manière émotionnelle. D'accord? Donc, quels que soient vos choix, encore une fois, ne vous dites pas que vous avez fait un choix rationnel. Non, les choix rationnels, ça n'existe pas. Ou alors, il faudrait demander à un ordinateur, pour le coup, qui, lui, n'a pas d'émotion, de traiter l'information, et lui, il vous ferait un choix vraiment rationnel. C'est le coup des statistiques. Les statistiques, on pourrait se dire, c'est une façon de traiter l'information de manière rationnelle. Le problème, c'est que ce sont des ordinateurs. Les ordinateurs sont programmés par des êtres humains qui, eux, ne sont pas rationnels. Donc, en fait, le choix des indicateurs, les choix des façons de traiter l'information, et bien, en fait, c'est traité par des êtres humains. Donc, dans tous les cas, vous avez un choix qui sera à moitié rationnel, à moitié irrationnel. Bon, bref. Est-ce que vous me suivez pour l'instant?
ou est-ce que vraiment ça part dans tous les sens et voilà. Donc, je continue là-dessus. Pendant ce temps-là, j'attends vos réponses. Dites-moi si vous êtes totalement perdu. Donc, par rapport au choix, donc quand vous avez l'impression de faire un choix rationnel, dites-vous que finalement, vous aviez juste rationalisé un choix qui probablement était déjà fait en mémoire. Il était déjà fait par votre cerveau, pardon. Un des très bons moyens de s'en rendre compte, et c'est un des tests que je fais avec mes patients, et j'ai aucun problème à le faire là-dessus, c'est par exemple, parfois quand les personnes n'arrivent pas à faire un choix entre deux possibilités, encore une fois je vous rappelle que c'est un dilemme et pas un choix, pas un vrai choix en termes de ressenti, ben en fait je leur dis, ben ok, ah merci Gabriel, merci, tu me rassures. Je leur dis finalement, ben, si vous avez le choix entre les deux et que vous n'arrivez pas à décider, ça veut dire que les deux sont peut-être équivalentes, dans ce cas-là, jouons-le à pile ou face. C'est une manière rationnelle, pour le coup, de faire un choix. D'accord? Rationnel dans le sens où, sauf si vous avez une technique vraiment particulière de lancer de pièces ou de retourner de pièces pour biaiser le truc, sinon on est dans le cas de vraiment du hasard. D'accord? Donc quand la personne me dit, bah, il faut que je fasse un choix, mais pour moi c'est égal, j'arrive pas à décider, de toute façon l'un ou l'autre c'est pareil, mais elle n'arrive pas à décider, bah, du coup on se le fait à pile ou face. Moi, le but c'est pas forcément que la personne suive ce qui est dit par la pièce, ça n'aurait aucun intérêt, puis pour le coup on ne saura pas si ça serait finalement ce qui lui irait ou pas au fond. Ce qui m'intéresse moi, c'est sa réaction quand elle voit le résultat donné par la pièce. Si quand elle voit le résultat donné par la pièce, elle est en mode « Ah, cool, c'est ce que je voulais », dans ce cas-là, en fait, c'est qu'elle est en train de conscientiser, de prendre conscience du choix qui était déjà fait émotionnellement, et du coup, elle est en train finalement juste de prendre conscience de ce choix. Si elle voit la pièce et qu'elle dit « Oh non », ben, du coup, elle sait qu'en fait, c'est l'autre truc probablement qu'elle voulait plus. Vous voyez? Donc le fait de jouer à pile ou face, parfois ça vous permet, si vous avez vraiment un choix entre deux filières ou deux trucs, ça va vous permettre vraiment de conscientiser le choix qui est déjà fait au niveau émotionnel et fait par votre cerveau, un choix que vous ne voyez pas forcément parce que vous passez à côté de l'information donnée par votre corps. Mais voilà, ça permet, je ne vous dis pas de jouer votre vie sur pile ou face, d'accord? Mais, enfin quoi que, en fait vous pourriez vous dire, allez, pile, je continue, face, je meurs. Il ne faut pas être en crise suicidaire, il faut le faire vraiment de manière... en mode, moi, ça juste pour le fun, quoi. Bah, vous allez voir que quand ça tombe sur tu meurs, je pense que vous allez avoir une petite réaction émotionnelle si le risque est réel. Normalement. Bon, bref. Le but, c'est pas de parler de ça, mais voilà. Le principe, c'est de se dire, finalement, quel que soit le choix que vous allez faire, au moment où vous allez le faire, ça sera toujours le meilleur choix possible au moment où vous l'avez fait. Je le répète. Le choix que vous faites, peu importe lequel il est, donc quel que soit le choix que vous fassiez, c'est toujours le meilleur choix que vous puissiez faire au moment où vous l'avez fait. C'est-à-dire avec l'étendue des informations que vous aviez au moment où vous avez décidé. Est-ce que c'est clair pour vous ça? Gabriel, tu peux me dire si c'était clair dans ma manière de le formuler? En fait, c'est un concept vraiment très 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 important. Parce que la plupart des gens se mettent une pression dingue avec « il faut que je fasse le bon choix, il faut que je choisisse la bonne filière, il faut que je choisisse la bonne orientation, il faut que je choisisse nanana, et puis si je choisis pas la bonne, du coup je vais regretter, du coup je vais ceci, du coup je vais cela ». Encore une fois, c'est imaginer, partir de cette idée-là, c'est imaginer déjà, que vous avez toute la responsabilité, donc il y a une croyance de responsabilité, effectivement, il y a une responsabilité, il y a une part de responsabilité que vous avez, mais vous n'êtes quand même pas les détenteurs de l'avenir, et du coup, même quand vous prenez une décision, vous n'êtes absolument pas conscient de ce que votre décision va entraîner dans l'avenir. C'est pour ça que finalement, vous pouvez faire le meilleur choix possible sur le papier entre, je sais pas, fac de droit, fac de médecine. Je vous la fais vraiment à l'arrache. Mais fac de droit, fac de médecine, peut-être que ça sera exactement... vous obtiendrez un truc un résultat très clair sur « Ah oui, il faut absolument que je fasse fac de médecine parce que le statut social est meilleur, parce qu'ils gagnent plus d'argent, parce qu'ils ont un rythme de vie de je sais pas trop quoi, ils payent moins de charges, j'en sais rien.
pour le coup, d'accord? Mais sur le papier, selon vos critères, vous allez décider que fac de médecine, c'est mieux que fac de droit, par exemple. Et en fait, vous allez vous retrouver dans une fac de médecine, mais peut-être que vos profs seront nuls, peut-être que, vu que c'est sur concours, les autres seront meilleurs que vous, et du coup, vous allez pas y arriver. Peut-être que demain, vous attrapez justement le coronavirus, ou je ne sais quoi, ou un accident de voiture, ou quoi, qui rend hyper difficile l'accès à la fac, ou le suivi des cours, ou quoi que ce soit. Encore une fois, une météorite qui arrive, peu importe. Un coronavirus qui vient et qui vous bouleverse totalement vos rythmes de cours et vos modalités que vous aviez choisies par rapport à votre scolarité. Bref, encore une fois, se mettre une pression de dingue sur le choix de son orientation, c'est croire et c'est donner du crédit à la croyance que vous maîtrisez tous les paramètres de l'avenir. Or, vous ne maîtrisez que finalement une toute petite partie de ce qu'il y aura plus tard. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, sur la fiche métier, il y a marqué qu'un médecin gagne tant, le jour où vous serez médecin, vous n'êtes absolument pas convaincu ou vous n'êtes même pas sûr que ce médecin gagnera ça quand il va exercer. Alors, hop, je vois que ça réagit. C'est très clair, ok. Oui, il y a après de la culpabilité de mal choisir. On ne peut pas vraiment séparer le choix du contexte dans lequel il a été fait. C'est ça en fait. Souvent, il y a le truc de se dire, par exemple, sur les choix de mecs ou de compagnons, peu importe. Des fois, j'entends des gens dire ah oui, mais c'était pas le bon, j'ai fait un mauvais choix, franchement, j'aurais dû le savoir, non, 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 non. Mais s'ils sont restés 10 ans avec, c'est bien qu'à un moment donné, quand ils se sont mis avec, c'était un bon choix pour eux, sinon ils n'auraient pas fait ce choix-là, en fait. Il faut remettre les choses dans ce contexte. Peut-être que le gars est devenu vraiment beaucoup moins intéressant après, mais au moment où ils se sont mis avec, il était assez intéressant pour qu'ils se mettent avec. Donc c'était pas un mauvais choix, c'était un bon choix au moment où ils l'ont fait. Et j'irai même plus loin, c'était un bon choix à chaque instant où ils ont maintenu leur choix. C'est-à-dire que la décision, finalement, il y a ce qui se passe au moment où on la prend, et puis il y a ce qui se passe à chaque moment où on continue de l'entretenir. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc, par rapport à la fac, par exemple, si je transpose ça par rapport à la fac, ben, en fait, il y a vraiment cette notion de quand on prend, par exemple, si je choisis de faire fac de droit, je commence fac de droit, en plus c'est valorisé, tout ça, donc voilà, mes parents sont contents, tout ça, super. Et je fais une première année, ça me plaît moyen, mais bon, vu que j'ai commencé, j'ai un biais quand même au niveau de mon cerveau, et j'en avais déjà parlé des biais cognitifs. Et notamment là, c'est un biais de validation, il me semble. Je me mélange un peu dans les biais parfois, mais en tout cas, on est sur la théorie de l'engagement, c'est-à-dire je me suis engagée dedans, du coup, je ne peux pas m'arrêter avant d'avoir fini. Et du coup, vu que j'ai commencé fac de droit et que tout le monde valide que c'est bien et que personne et qu'il n'y a rien qui m'oblige à sortir, du coup, je continue, L2, L3. En M1, j'aurais pu bifurquer parce que il y a vraiment, j'avais fini un cycle quand même, donc j'aurais pu commencer. Mais bon, vu que mes parents continuaient à me dire que c'était bien, du coup, j'ai continué, j'ai été engagée, voilà. Donc il y a des gens en fait qui s'engagent et qui finalement vont jusqu'au bout de leurs études, alors que dès le départ ou pas loin après, ça continuait, enfin ça a commencé déjà à plus leur plaire ou à plus leur parler. Finalement, c'était pas vraiment ce qu'ils pensaient, mais ils vont aller jusqu'au bout parce qu'ils se sont engagés et du coup, en fait, à chaque instant, ils auraient pu choisir de faire différemment. Vous voyez, il y a vraiment cette notion dans le choix. Il y a très 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 peu de choix qui sont irréversibles. Encore une fois, à part le choix de tuer quelqu'un. C'est un peu compliqué de le réanimer après. Donc, à part ce choix-là, il y a peu de choix sur lesquels on ne peut pas revenir, sur lesquels on peut pas revenir dans le temps. Le choix, on l'aura fait. Mais on peut bifurquer, il y a des équivalences. Par exemple, si à un moment donné, j'ai fait fac de psycho, mais finalement, à la fin, ça ne me plaît pas, je ne suis pas obligée de faire psychologue. Je peux ouvrir un restaurant. J'ai une amie à moi qui a fait ça, qui a fait toute sa fac de psycho. Elle a eu son diplôme, elle a fait une fête pour fêter son diplôme, et puis quelques mois après, elle a ouvert un restaurant. En même temps, pourquoi pas? Ça n'empêche, elle a appris des choses, ça l'a fait grandir, voilà, ça l'empêchera pas de faire psycho à un moment donné, pourquoi pas.
Oui, il y a de la culpabilité de mal choisir, oui, mais cette culpabilité, elle se nourrit du fait que on pense avoir la responsabilité de tout ce qui se passe, de tout le process, alors qu'il y a des process ben, des choses qu'on ne sait pas. Par exemple, si tu t'engages encore une fois dans des études, mais que ça ne se passe pas comme ce que tu avais comme info au départ, ben en fait, tu peux pas culpabiliser de ça serait pas juste. En fait, ce serait pas juste pour toi, en fait. D'ailleurs, tu serais peut-être capable de le dire à une copine, si une copine te disait ah oui, mais j'ai choisi de faire fac de lettres, je sais pas, je ne connais pas toutes les filières, donc je vais dire art appliqué. Allez, art appliqué. J'ai choisi de faire ça, mais finalement, je me rends compte que la fac, ça me convient pas, machin. Mais elle ne pouvait pas le savoir avant de faire la fac. Donc elle n'a pas à culpabiliser de se retrouver face à une donnée en fait qu'elle ne sait pas. Par contre, si elle choisit de continuer, ben là c'est un choix alors qu'elle sait. Et dans ce cas-là, elle a une responsabilité d'avoir choisi de continuer avec la notion qu'elle ignorait au début. Donc elle ne peut pas se sentir coupable d'avoir choisi ça au départ, parce qu'on peut pas, enfin, quelqu'un ne peut pas être coupable d'un truc qu'il ne savait pas concrètement. Mais par contre, elle peut prendre sa responsabilité et dire ouais, mais en même temps, j'ai choisi de continuer. C'est de l'ordre de sa responsabilité, pas de sa culpabilité. Il n'y a pas de mort, elle est coupable de rien. Elle a juste la responsabilité d'avoir choisi de continuer. Encore une fois, pour qu'il y ait culpabilité, il faut qu'il y ait un crime, faut qu'il y ait quelque chose. Là, on a tué quoi? Du temps? Je sais pas. Qui sait que il n'y a pas de crime en fait, donc il n'y a pas de coupable. Oui, on ne peut pas vraiment séparer le choix du contexte dans lequel il a été fait. C'est ce que j'avais lu tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai accès à tous les commentaires. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ceux que vous avez mis jusqu'à présent. C'est très intéressant. Donc vous êtes vraiment dans la bonne optique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le contexte du choix. Et parfois, on a tendance à dissocier le choix du contexte du choix. Et ça, c'est une mauvaise interprétation, finalement, du choix qui a été fait. On ne peut pas le séparer. Ok. Donc il y a toujours des données qui nous échappent. Même quand on a l'impression d'avoir verrouillé le truc, tout est sous contrôle, et ben en fait, on n'est absolument pas sûr qu'il y ait un truc qu'on n'avait pas imaginé qui arrive. Donc, comme je vous disais, tout choix est toujours bon au moment, et c'est toujours le meilleur choix au moment où vous le faites. De fait. Donc, vous n'avez absolument pas à culpabiliser de vos choix, à regretter vos choix, ça serait un non-sens, ça serait un renoncement à comment votre cerveau fonctionne. C'est-à-dire que à ce moment-là, avec les infos que vous aviez, ben vous avez pris votre décision en fonction. Par contre, il y a une chose qu'on peut effectivement faire, c'est-à-dire aller chercher de l'information pour l'entrer dans notre cerveau pour qu'elle soit traitée avec les autres infos. Par exemple, si vous choisissez votre orientation sans aller chercher aucune information sur les filières, les métiers auxquels ça prépare, sans vous interroger sur vous-même, bon, l'avantage c'est que a priori, vu que l'information elle est quand même à l'intérieur de vous, votre cerveau il doit y avoir accès quand même. Voilà, si vous faites tout ça sans aller chercher de l'info, ben, c'est sûr que vous êtes responsable aussi du fait de ne pas être allé chercher des infos. Mais même si vous aviez passé 15 jours à écumer toutes les infos, toutes les ressources sur toutes les orientations, n'empêche que vous n'auriez quand même pas eu toutes les infos. Donc, tranquille sur la culpabilité de ne pas avoir choisi la bonne filière. Mais, encore une fois, c'est pas ce qui est véhiculé comme idée socialement. C'est-à-dire que socialement, on véhicule l'idée qu'il faut choisir absolument la bonne filière, celle qui va te permettre d'avoir un bon métier, gagner de l'argent, vivre décemment, non. Ça, c'est le principe éducatif. C'est pour ça que je vous disais, c'est le principe éducatif tel qu'il a été insufflé dans votre esprit depuis que vous êtes tout petit. Sauf qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut comparer le contexte professionnel d'aujourd'hui avec le contexte professionnel qu'ont connu nos parents? Clairement, non. Ça a changé, il y a eu des évolutions, les métiers ont changé, la valorisation des métiers a changé, il y a des nouveaux métiers qui sont apparus qui auraient pu être hyper valorisés par nos parents, sauf qu'en fait ils n'existaient pas au moment où nos parents
ont fait leur choix et au moment où ils ont commencé à nous insuffler pardon, de notre éducation. Donc forcément, j'allais dire, nos parents ont tort, mais en fait, ils font avec l'information qu'ils ont eux au moment où ils vous éduquent en fait. Donc on ne peut pas leur reprocher non plus de ne pas vous avoir donné les bons choix éducatifs ou d'éducation pour un contexte d'aujourd'hui qu'ils ne connaissaient pas, puisque c'était à l'époque. Donc il y a vraiment la notion de gestion du temps qui vient biaiser en fait la perception du contrôle ou de la maîtrise qu'on peut avoir sur le temps. Alors sur les parents, est-ce qu'il y en a qui réagissent sur la notion d'éducation, sur la notion des modèles qui nous ont été transmis? Par exemple, bon, je vais parler par exemple de moi et de ma génération. Alors encore une fois, je vais faire des généralités. Il y a plein de cas qui sont plus nuancés que ça ou qui disent autre chose. Moi, par exemple, tel que j'ai été éduquée et pas mal de mes amis aussi, il y avait la notion de réussir professionnellement. Alors déjà, il fallait travailler bien à l'école pour faire des bonnes études, pour avoir un bon boulot. Et un bon boulot, c'était être salarié, 35 heures en CDI, qu'on n'appelait pas comme ça d'ailleurs, qu'on appelait temps plein, je crois. Plus. Je dis 35 heures, mais c'était même pas une histoire de 35 heures. Enfin bref, il fallait à temps complet. Voilà. Et dans l'idée, ça aurait été mieux encore que je sois fonctionnaire, par exemple. Et ça m'aurait permis d'accéder au modèle de réussite selon mes parents, à savoir avoir du coup une rentrée d'argent fixe, une maison, donc un mari, des enfants, une maison, un chien et un chat, parce qu'on vient d'une famille où il y a les deux, c'est un peu important. Bref, c'est le modèle de réussite de mes parents, et parce qu'ils voulaient mon bien, ils m'ont donné, ou ils m'ont éduqué pour que j'aille dans cette stratégie-là. C'est pour ça que je vous disais, l'éducation, c'est vraiment une projection sur l'avenir, sauf que en fait, aujourd'hui, le statut de fonctionnaire, par exemple, n'est pas du tout considéré de la même manière qu'à l'époque de mes parents. C'est pas du tout la même chose. Donc, forcément, ça crée des heurts. J'en ai pas mal en ce moment, justement dans les suivis, pour lesquels ça crée des heurts, parce qu'en fait, le modèle que les enfants veulent choisir ne correspond pas au modèle que les parents voulaient, en fait, pour leurs enfants, dans ce qu'ils imaginaient être bon pour eux. Alors, hop, ça y est, ça réagit. Dès que je parle des parents, de toute façon, c'est obligé, ça réagit. Alors, ma mère a toujours voulu que j'aille dans une filière où il y a de la science, des maths et de quoi avoir du boulot qui rapporte bien, mais mon père, il s'en fout. Tant que j'ai un boulot et que je fais ce qui me plaît. Donc, c'est moitié-moitié. Ouais. Pour ma part, j'ai été élevée au modèle, tu dois bien travailler à l'école et faire des études pour avoir un bon boulot. La voie professionnelle est considérée comme un échec parce que tu as la capacité, tu dois étudier. Je sais qu'on est nombreux dans ce cas. Oui. Et oui, c'est ça en fait. Concrètement, aujourd'hui, beaucoup d'entre vous peut-être choisissent la fac parce que c'est socialement plus valorisé, même si c'est en train de changer parce qu'il y a vraiment beaucoup d'écoles privées ou d'écoles plus professionnelles qui commencent à avoir de nouveau du crédit auprès du grand public, mais il y en a beaucoup qui vont à la fac parce que on associe ça à un modèle d'intelligence, c'est-à-dire que la fac c'est pour les gens intelligents, c'est pour les gens qui vont s'en sortir plus tard, sauf qu'en fait il y a beaucoup de gens qui sont à la fac et qui s'en sortent pas plus tard parce que ça dépend pas forcément que de la fac et que des études qu'on a fait. Moi je connais une copine à moi, on était à l'école ensemble, à la fin elle a fait un CAP coiffure je crois, CAP BTS, CAP je crois, coiffure, elle a son salon et concrètement, elle a commencé à travailler avant moi, elle a acheté une maison, enfin un modèle de réussite, mais concrètement, ses parents étaient contre, ça a été très 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 compliqué pour elle, et aujourd'hui elle ne regrette pas, mais ça a été compliqué. Donc, encore une fois, je vous invite vraiment à relativiser cette histoire de choix, parce que quel que soit le choix que vous allez faire, vous n'êtes absolument pas sûr de ce que ça va donner. Donc, ça ne veut pas dire que vous avez fait le mauvais choix ou qu'il ne faut pas faire de choix. Non, il faut faire des choix. Dans tous les cas. Sinon, vous pouvez faire le choix aussi de ne pas faire de choix. Et de ne pas travailler et de ne pas vous inscrire dans la voie professionnelle. Mais ça reste un choix. Donc,
dans tous les cas, vous ne mettez pas trop la pression parce que concrètement, quelle que soit la filière que vous allez faire, vous allez apprendre des choses. Vous allez amener de l'information dans votre cerveau et ça va le faire grandir, le nourrir. Vous allez apprendre des façons de travailler, vous allez apprendre des façons de penser. Ça va modeler votre esprit, modeler votre cerveau. Et même si à la fin, vous ne finissez pas dans le métier de la filière, ben en fait, vous ferez autre chose et c'est pas grave, concrètement. Euh, alors, je comprends la notion de oui, mais c'est du temps perdu, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est pas du temps perdu, c'est du temps vécu. Que vous le viviez à faire des petits boulots ou que vous le viviez à faire des études, à la fin, dans tous les cas, on n'est absolument pas sûr de ce que ça va donner. Il y a des gens qui font des bonnes études et qui finalement, justement, trouveront un bon boulot, selon les critères de mes parents, 35 heures temps complet, voilà, fonctionnaire. Allez. Encore une fois, hein, le statut de fonctionnaire a beaucoup été dévalué ces dernières années et mes parents sont contents d'être à la retraite maintenant, de ne plus être fonctionnaire. Donc, de quoi je parlais? Oui, donc ça ne prévaut absolument pas de ce que vous allez devenir plus tard. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas faire d'études et réussir votre vie et même avoir un boulot qui vous permet de gagner beaucoup plus d'argent, ou alors faire des grandes études et finalement avoir un boulot qui vous fait pas forcément décoller en termes d'argent ou qui vous assure juste votre sécurité et pas plus. Ou vous pouvez même ne pas trouver de boulot. Enfin, encore une fois, moi j'ai ma copine psy là, qui a ouvert son restaurant. Ça a modelé sa façon de penser, donc je pense, je suis presque convaincue qu'elle accueille ses clients et qu'elle a un souci de ses équipes différent de si elle n'avait pas fait psycho, parce que ça a quand même modulé sa façon de penser. Mais concrètement, elle a fait un autre choix derrière. C'est pas gênant. Mais elle a son diplôme de psycho si elle veut revenir. Donc, encore une fois, quel que soit le choix que vous allez faire, vous pouvez toujours changer d'avis après. C'est juste d'assumer ce choix. C'est-à-dire si par exemple, vous avez décidé que vous alliez faire je sais pas, fac de psycho, allez, on va dire fac de psycho, assumer ce choix, ça ne veut pas dire forcément aller jusqu'au bout. Ça veut dire, tant que vous y êtes, apprenez, nourrissez-vous de ça, apprenez un maximum, faites-vous plaisir, vivez, vraiment vivez les choses à fond. Et si un jour vous devez changer de filière, changer de... Ben, c'est pas gênant, encore une fois. Oui, alors il y a des personnes qui me diront oui, mais par exemple, je ne peux pas avoir la bourse pendant tant d'années. Et bien à ce moment-là, si vous n'avez plus de bourse, vous ferez autrement. Moi, j'ai travaillé pour payer mes études. Voilà, c'est pas forcément facile, ok, mais j'aurais très bien pu aussi aller travailler une année complète et après mettre de l'argent de côté pour me payer mes études. J'aurais très bien pu décider de chercher d'autres financements. Oui, il y a le contexte et il y a les contraintes du contexte, mais il y a aussi quel choix vous voulez faire et à quel point vous voulez assumer ce choix-là aussi. Aujourd'hui, on est vraiment à l'ère où il y a des gens qui s'en sortent très bien sans avoir fait d'études et des gens vraiment qui tirent leur épingle du jeu aussi en faisant certaines filières. Donc, dans tous les cas, tranquille. Est-ce que je vous embrouille avec ça ou est-ce que vous vous dites, vous préféreriez que je vous dise non, il faut faire des études, c'est important, et puis quand vous commencez, il faut aller jusqu'à la fin. Il y a des personnes des fois qui viennent et qui s'attendent à avoir ça de ma part en termes de discours. Non, moi je ne suis pas conseillère d'orientation, je suis psychologue. Donc moi je vois pour le bien de la personne. Et encore une fois, ça serait faux de ma part de dire que faire des études, ça vous garantit un avenir. Encore une fois, demain, si ça se trouve, on se prend une météorite sur la tête. L'avenir, quelle que soit votre filière, on ne le verra pas. Donc, quel que soit le choix que vous allez faire, assumez-le, vivez-le pleinement, apprenez ce que vous avez besoin d'apprendre sur le domaine que vous avez choisi, sur vous, faites des expériences. Le pire truc, ça sera en fait de faire un choix et finalement de se rendre compte qu'on a un peu passé à côté parce qu'on s'est posé beaucoup de questions, on a eu beaucoup de doutes et tout ça. Bon, encore une fois, c'est pas grave hein, dans l'absolu, mais du coup, ça serait d'être passé un petit peu à côté de l'expérience. Quelle que soit la filière, apprenez ce que vous avez besoin d'apprendre en fait. Non, c'est bien de dire ça. C'est bien que tout le monde ait conscience qu'ils ont le choix. Mais oui, tout le monde a le bon choix. Enfin, tout le monde a le choix. Tout le monde a le choix. Personne ne vous a obligé à faire des études, même si vous avez des pressions de la part de vos familles et tout ça. Et c'est important à prendre en compte aussi. Hein.
Mais même quand vous faites le choix de faire des études en fonction de vos parents, ça reste votre choix de prioriser les ambitions de vos parents par rapport à votre orientation scolaire. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est juste à un moment donné, quel que soit le choix que vous faites, sachez pourquoi vous le faites et assumez-le. La plupart des filières à la fac sont assez bouchées. Alors ça, c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que c'est bouché si on reste dans le cas classique. Par exemple, moi, quand j'ai fait psycho, d'entrée de jeu de la deuxième année, ils nous l'ont pas dit la première année, hein, mais la deuxième année, ils nous ont dit que de toute façon, la psycho, c'était bouché, qu'il n'y aurait pas de débouché, de toute façon, il n'y a pas de boulot, il y a très peu de postes, voilà, et que du coup, on allait finir au chômage, machin. Ok. Ils nous ont dit aussi, pendant les études, que quand on sort de la fac, dans tous les cas, il ne faut pas qu'on se mette en cabinet libéral, il faut qu'on aille trouver un poste salarié dans une structure et qu'on fasse ça pendant 5 ans avant d'ouvrir un cabinet libéral et que même dans ces cas-là, c'était un peu prématuré, machin, machin. Ok, vous vous rendez bien compte que déjà, ils nous disent deux trucs qui sont un peu complémentaires. Enfin, contradictoires, pardon. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma fac. Alors, en plus, j'ai fait la filière psycho jusqu'en M1. J'ai eu, comme vous, la sélection entre M1 et M2. J'ai pas été prise en M2. Mais en fait, ça a été une très bonne chose pour moi parce que je suis allée faire un service civique pendant 9 mois. Je suis allée bosser à Quick pendant 1 an. Et après, j'ai fait un master de santé publique, donc à Marseille, donc à la fac de médecine. Et je suis revenue faire un master 2 de psychosocial de la santé sur Aix. Et en fait, il n'y a aucun de ces choix que je regrette. Et même le fait de ne pas avoir été prise en M2, finalement, je suis trop contente de ne pas avoir été prise direct en M2 parce que sinon, j'aurais pas pu faire ces choses-là qui ont enrichi mon parcours, qui ont enrichi ma vision des choses, qui m'ont permis de choisir psychosocial de la santé plutôt que psychoclinique. Et à la fin, bah, j'ai ouvert ma structure dès que je suis sortie de la fac. J'ai ouvert une association, j'ai ouvert mon cabinet. Je ne suis pas allée vers un poste de salarié. Alors, je voyais toutes mes collègues, toutes mes copines de fac qui étaient en mode oh là là, je veux absolument un poste de salarié. Ben, il y en a, elles ont mis 3, 4 ans à commencer à bosser. Moi, j'ai bossé directement. Et voilà, enfin, je veux dire, chacun fait son chemin en fait. Ne vous arrêtez pas à ce qu'on vous dit. Il y a énormément de personnes qui, effectivement, il y a beaucoup de filières qui sont bouchées parce que à la fin, on ne voit que le boulot qui est noté ou sur la fiche ou pour lequel il est normalement créé. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites une filière, je sais pas, je connais pas trop les autres filières, mais si vous faites droit et qu'à la fin, vous imaginez que les débouchés, c'est juste juriste, avocat ou juge, ben en fait, peut-être qu'il y a beaucoup de débouchés hein, dans ces filières-là, je sais pas. Mais en tout cas, en fait, avec un master 2 de droit, vous pouvez faire énormément d'autres choses. Vous pouvez monter une boîte, vous pouvez faire journaliste, enfin en tout cas écrire des papiers, vous pouvez écrire un bouquin, vous pouvez faire de la formation, vous pouvez faire, enfin il y a d'autres choses que vous pouvez faire euh, avec un master de droit. Alors encore une fois, il y a plein de spécialités dans le droit, donc je ne connais pas assez. Mais en tout cas, si vous vous arrêtez juste au fait qu'on vous dise qu'il n'y a pas de débouché, bah en fait, vous allez juste vers un avenir qui n'est pas très plaisant. Donc je comprends que vous ne soyez pas trop motivé. Mais dans tous les cas, même si vous ne faites pas ce boulot-là, vous pourrez encore faire des études, vous pourrez ouvrir une boîte, vous pourrez faire un boulot qui est connexe à vos études. Dans tous les cas, vous aurez possibilité, si vous avez la bonne attitude et la bonne posture, de faire quelque chose après vos études. Il n'y a pas de problème. Et même concrètement, vous pouvez même commencer à bosser et ouvrir une boîte pendant vos études. Encore une fois, c'est une histoire de choix et de comment après vous assumez ces choix. Est-ce que ça vous parle jusqu'à présent? Je vois que le temps file. L'histoire du débouché dans la filière, encore une fois, c'est si vous restez dans le débouché classique de la filière. Mais toutes les filières, toutes les formations que vous allez faire, tous les parcours scolaires que vous allez faire, peu importe, il y a toujours des choses à apprendre, ça formate la pensée, ça permet de grandir, ça permet de faire des expériences. Donc même si à la fin vous n'avez pas le boulot qui est le débouché naturel de la filière,
concrètement, vous trouverez toujours à faire quelque chose si vous avez envie de faire quelque chose et que vous êtes un peu créatif, un peu réactif, un peu... C'est sûr. Donc concrètement, ne vous mettez pas vraiment trop de pression par rapport à ça. Vous verrez à ce moment-là. Encore une fois, concrètement, là j'ai fait fac de psycho. Là, le syndicat, donc c'est bac plus 5, le syndicat des psychologues réfléchit à demander à ce que la fac de psycho en fait passe à bac plus 8, ce qui serait une augmentation de 3 ans de nos filières, ce qui risquerait d'invalider nos diplômes de psychologue. On devrait passer des équivalences et tout. Bon, il y aurait quand même des passations et tout. Mais je suis en train de me dire, finalement, j'ai fait 5 ans de psycho et je risque de perdre ce titre si on passe à bac plus 8. Ça, je ne pouvais pas le savoir au moment où j'ai commencé. Mais à la rigueur, je m'en fiche. Ça m'a permis d'apprendre, ça a formaté mon cerveau. Moi, je suis très créative, donc du coup, je peux travailler dans énormément de choses. Je crée beaucoup de projets. Voilà, j'en fais quelque chose. Clairement. Et si ça passe à bac plus 8 réellement, et je verrai à ce moment-là, parce que ça se trouve, ça va jamais se faire. Donc moi, tant que c'est pas fait, je fais pas des plans sur la comète. Si un jour ça passe, ben, je verrai à ce moment-là. Peut-être que je passerai équivalence, peut-être que je changerai de boulot. Je verrai à ce moment-là. Donc la question du débouché, encore une fois, le temps que vous finissiez vos études, ben, vous ne savez pas dans tous les cas ce que va devenir votre filière. Si ça se trouve, vous faites une filière qui va vers un métier qui n'existera plus quand vous aurez fini vos études, mais peut-être que de votre filière va déboucher un métier qui n'existe pas encore demain, ou que vous allez inventer. On ne sait pas. Ok. Donc, encore une fois, comme je vous disais, la question de ce live à la base, c'était par rapport à comment on prévoit son avenir, sur quoi on se base. En fait, ben, j'ai déjà donné quelques éléments. C'est que déjà, ça dépend de vos critères. Est-ce que je le fais par rapport à ce que veulent mes parents? Est-ce que je le fais par rapport à ce que je veux moi? Dans ce cas-là, qu'est-ce que je veux moi? Et qu'est-ce que veulent mes parents? Ça vaut le coup d'aller creuser un petit peu ce que chacun espère pour l'autre. Le critère, la valeur métier. Encore une fois, la valeur métier peut changer. Aujourd'hui, par exemple, il y a des années, des décennies en arrière, peut-être que être policier, ça avait une certaine valeur. Aujourd'hui, c'est connoté différemment. C'est pas forcément facile. Être professeur, peut-être qu'il y a des décennies en arrière, c'était quelque chose qui était hyper valorisé et hyper bien vu socialement. Aujourd'hui, on sait que c'est un peu difficile pour les enseignants quand même. Donc, encore une fois, c'est des clichés, mais on voit bien qu'il y a des métiers qui étaient hyper valorisés à certains moments et que maintenant, c'est compliqué. Par contre, il y a des métiers qui sont en train d'émerger et qui ont le vent en poupe. Par exemple, tous les métiers de l'entrepreneuriat, être youtubeur, maintenant c'est un métier. Bah, ça a vachement le vent en poupe. Peut-être que demain, ça n'aura aucune valeur. Donc, est-ce que ça va être votre critère par rapport à votre projet de l'avenir? La valeur de l'argent, c'est-à-dire, aujourd'hui, on a un rapport à l'argent qui n'est pas le même que celui de nos parents ou celui de nos grands-parents, parce qu'aujourd'hui, on dépense énormément, on est dans une société où on consomme énormément, on surconsomme même, voilà, mais si ça se trouve, gagner beaucoup d'argent, peut-être que dans quelques décennies, ça n'aura aucun intérêt. Ce ne sera peut-être pas ça qui sera important. Peut-être que ça va changer. Donc, demandez-vous sur quoi vous allez vous baser pour faire le bon choix. Moi, je vous amène à avoir une réflexion, à vous décentrer un peu de ces critères très factuels et de vous dire finalement, qu'est-ce que vous avez envie de vivre comme vie? Donc moi, c'est ce que j'ai fait et je travaille beaucoup avec des entrepreneurs, donc je les amène quand ils sont en création d'entreprise, en création vraiment de projet, je les amène à se poser cette question-là. Comment ils voient leur vie dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, en fait? Et je leur demande pas qu'est-ce qu'ils veulent faire, je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent dans leur vie. Est-ce qu'ils veulent justement avoir une maison, un chien? Est-ce qu'ils veulent voyager? Est-ce qu'ils veulent avoir quelque chose de très sécurisé comme vie, ou est-ce que finalement ils veulent une vie qui peut très bien être basée sur des choses plus risquées?
Est-ce qu'ils veulent avoir énormément de temps libre ou est-ce que concrètement ils veulent passer beaucoup de temps sur leur activité professionnelle? Est-ce qu'ils veulent avoir des enfants? Bref, je leur pose ce genre de questions parce qu'en fait, se poser la question de son avenir, c'est aussi se poser ce genre de questions. À un moment donné, c'est aussi se poser Vous n'êtes pas qu'un futur professionnel, vous êtes quand même une future personne aussi. Vous êtes déjà une personne et cette personne, eh ben, elle va exercer un métier, ok, mais elle ne va pas faire que ça. Elle va vivre, elle va, je sais pas, avoir des histoires d'amour, des amitiés, elle va vivre des choses de l'ordre des loisirs. Voilà, donc c'est important de se poser la question aussi de quel est l'être humain que j'ai envie de devenir demain, qu'est-ce que je veux que cet être humain vive, de quoi j'ai vraiment besoin, parce que aller chercher un métier qui gagne beaucoup d'argent, alors qu'en fait, dans vos besoins, il n'y a pas des gros besoins financiers. Si par exemple, vous voulez être dans forcément, je sais pas, des choses de l'ordre de la consommation responsable, zéro déchet, machin, peut-être que vous ne serez pas dans la société de consommation autant, que vous voulez avoir une vie simple, ben dans ce cas-là, à quoi ça sert de chercher forcément à aller vers des filières pour des métiers qui gagnent beaucoup d'argent? Il y a quelque chose qui est un peu paradoxal. Donc ça demande, pour savoir quel est l'être humain qu'on veut devenir demain, ça demande de se poser la question, encore une fois, sur qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui est important pour nous, quels sont nos besoins fondamentaux. Est-ce que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup vivre en société? Est-ce que j'ai besoin d'être proche de ma famille? Est-ce que j'ai besoin de beaucoup de vivre en ville ou à la campagne? Enfin, bref, des questions aussi bêtes que ça. Mais se projeter dans son avenir, c'est aussi se projeter en tant qu'être humain. Pas qu'en tant que futur professionnel qui va travailler, se lever le matin, exercer une profession, gagner de l'argent. C'est pas que ça, vous vous limiterez pas à ça. Donc, posez-vous vraiment la question de qui vous voulez être demain. Et vous allez peut-être vous rendre compte justement que peut-être que vous visez des carrières pour gagner beaucoup d'argent, mais qu'en fait vous voulez avoir une vie qui n'en nécessitera pas beaucoup. Peut-être que vous visez une vie où vous voulez avoir un certain luxe de vie, mais qu'en fait votre filière vous amène à aller vers des métiers où vous allez peut-être gagner peu d'argent. C'est important de s'en rendre compte parce que ça ne vous empêche pas de faire cette filière, hein. Ça veut juste dire qu'il faudra penser votre métier de manière à pouvoir satisfaire ce besoin. Vous voyez? Donc, je sais pas, peut-être que vous envisagez d'avoir justement la vie stable avec le chien, le mariage, les enfants, voilà, la maison, machin, et qu'en fait vous allez vers une filière je sais pas, de commerce international avec une voie spéciale qui voyage tout le temps. Ben, en fait, c'est juste de voir finalement est-ce que la filière que je choisis est en lien avec la personne que j'ai envie d'être et avec la vie que j'ai envie de vivre en fait. Et encore une fois, ça va vous permettre de réguler et de vous rendre compte que peut-être que vous visez des critères qui n'ont pas de sens pour la personne que vous avez envie d'être. Donc, ça vaut le coup de se poser ces questions-là. Et puis, encore une fois, et je terminerai sur ça, essayez de voir si dans vos critères, il y a des choses qui sont vraiment liées à ce que vous voulez, ou est-ce que ce sont des choses qui sont dictées par la société, que vous donnez comme critères comme ça, comme si c'était une évidence. Encore une fois, les évidences ne sont que des croyances auxquelles on attribue beaucoup de crédit. Est-ce que, par exemple, je sais pas, le fait de travailler à temps plein, c'est le critère que chacun vise actuellement, mais il y a plein de gens en fait qui rêvent en fait en vrai d'avoir une vie où en fait ils travaillent beaucoup moins que ça et un mi-temps leur irait totalement. Donc c'est pas directement en lien avec votre filière, mais ça vaut le coup vraiment de se dire ok, est-ce que je suis pas en train de viser un critère qui est pas à moi en fait, qui me parle pas, qui est par exemple le fait d'être salarié. Moi assez rapidement je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui m'irait pas du tout. Donc non, je n'ai pas suivi le critère de mes parents d'être salarié 35 heures machin. Non, pas du tout. Voilà, je suis à mon compte, j'ai ouvert ma boîte. Enfin bref, je suis plutôt dans ce genre de projet là parce que voilà, je suis créative, j'ai besoin de créer des projets. Ça c'est moi, c'est comme je me vois moi. J'habite entre deux pays. Voilà, j'ai 4 enfants. Voilà, ça, j'ai une vie qui me ressemble. Et à la fin, je me dis, ça serait cool aussi que vous arriviez à trouver une vie avec laquelle vous soyez en cohérence. Mais ça ne passe que par le fait de se poser la question à un moment donné. Peut-être que vous vous la poserez aujourd'hui, peut-être que vous vous la poserez quand vous aurez 30 ans,
Peut-être que vous la poserez quand vous aurez 50 ans. Il y en a beaucoup dans mon cabinet actuellement qui se la posent maintenant, alors que peut-être qu'ils auraient mérité de se la poser plus tôt. Mais dans tous les cas, que vous la posiez maintenant ou plus tard ou jamais, vous aurez à faire des choix et à assumer ces choix. Et je vous souhaite vraiment de les vivre de manière la plus intéressante pour vous, de vivre vraiment à fond, d'apprendre. Même si vous n'êtes pas dans la filière qui vous intéresse, apprenez ce que vous avez besoin d'apprendre le temps où vous y êtes. Vraiment, nourrissez-vous de toutes les informations, elles vous seront toujours utiles en fait. Voilà, je vais terminer sur ça. J'espère que j'aurai pas trop mis le bordel dans votre tête, que ça vous aura intéressé. Donc en gros, retenez que ne vous mettez pas trop de pression sur l'avenir, faites des choix. Si à un moment donné vous vous rendez compte que ce ne sont pas... Mais apprenez. Voilà, c'est une petite coupure, la seule de la soirée, magnifique. Bon allez, je vous souhaite une très très bonne soirée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc je vous ai écouté. Je vous prévois pour mercredi un petit check sur la manipulation. Voilà, comment l'identifier, comment ne pas plonger dans la manipulation. Et jeudi, j'ai pas encore mon idée. Donc voilà, peut-être que je vous ferai une petite initiation, une petite présentation de l'auto-hypnose pour la gestion du stress. Voilà, mais celui-là, je suis pas vraiment sûre. Voilà, mercredi, c'est sûr, c'est manipulation. Et jeudi, ça sera sur un autre thème, donc auto-hypnose pour la gestion du stress ou autre. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Bon week-end à vous et à la semaine prochaine. Ciao!